Hervé Mariton est le grand témoin de 64 minutes. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes député français LR, les Républicains, candidat à la primaire de la droite et du centre pour la présidentielle française qui se tiendra en 2017. Et vous êtes l'auteur, Hervé Mariton, du livre intitulé « Le printemps des libertés, les réformes qui sauveront la France ». C'est aux éditions L'Archipel. Alors, il y a une semaine, tout juste, la Belgique connaissait les pires attentats de son histoire. 35 morts. 4 mois plus tôt, c'était la France qui était visée. Vous dites, Hervé Mariton, que la France est en retard en matière de lutte contre le terrorisme. Qu'en est-il? Que préconisez-vous? C'est un retard de plusieurs manières. C'est un retard dans les moyens budgétaires que l'on doit mobiliser pour lutter contre le terrorisme. C'est un retard technique. Beaucoup s'accorderont à dire que nous manquons de linguistes pour une bonne exploitation des écoutes, qu'il y a différentes expressions orales de l'arabe, par exemple, et que ce n'est pas la même expression en Mauritanie ou en Irak, et que les services ne sont pas nécessairement armés pour cela. Il y a aussi la question de la taille du filet. J'ai voté contre la loi renseignement il y a quelques mois, parce que la loi renseignement part de l'idée qu'il faut étendre le filet des écoutes, du suivi, beaucoup plus large. Ouais. Or, la réalité, les techniciens véritablement compétents s'accordent à dire que la réalité, c'est pas tant d'étendre le filet plus largement, mais d'assurer un meilleur suivi des personnes que l'on a déjà repérées. Force est de constater que les actes qui ont été commis en France, tragiquement en Belgique il y a une semaine, sont des actes qui ont été commis par des personnes qui étaient déjà dans le radar. Donc le problème, en effet, c'est pas d'étendre le champ du radar plus large, mais c'est de mieux suivre. Et puis enfin, le dernier point, sur lequel j'insiste beaucoup, qui est la mobilisation de tous les Français, et en Belgique, je dirais de tous les Belges. Les politiques belges peuvent dire cela, je pense. Le terrorisme, ça n'est pas l'affaire des autres. Et quand on regarde des pays, je pense en Europe au Royaume-Uni, qui sont confrontés à des menaces, hélas parfois à des réalités terroristes violentes et tragiques, il y a une mobilisation beaucoup plus active de l'ensemble de la population. Donc la prévention du terrorisme, ce n'est pas uniquement les services spécialisés, c'est l'ensemble des Français. Et quand je disais cela après le 13 novembre, ouais, c'était un propos un peu original. Je constate depuis qu'on a fait beaucoup de progrès, des Français qui se forment aux gestes de premier secours, des Français qui sont plus attentifs à la relation avec les forces de l'ordre, par exemple. Alors sur un plan de politique intérieure, là vous étiez sur le renseignement au sens plus large, vous préconisez aujourd'hui, Hervé Mariton, la dissolution des associations salafistes en France. Il y a pourtant cette vidéo qui sème le trouble aujourd'hui de CNN où l'on voit les deux frères Abdeslam, dont Salah Abdeslam qui est aujourd'hui aux mains de la police belge, mais aussi de son frère qui s'est fait exploser lors des attentats du 13 novembre à Paris, l'un des commandos des terrasses. On peut douter sur le lien entre salafisme en l'occurrence et ces attentats en France et en Belgique? Le salafisme n'est pas la seule source de tous les attentats, je vous l'accorde, et le sujet est plus complexe et plus large que cela. En même temps, le salafisme, dans le contenu de son message, d'abord dans sa réalité sectaire, mais au-delà de la secte que cela représente véritablement, dans le contenu d'un certain nombre de messages, dans une vision du monde et du rapport de l'islam au monde, le salafisme doit être condamné. Et on pouvait probablement à un moment imaginer d'autres types de réponses que celles que je formule aujourd'hui, mais compte tenu de l'intensité des événements dramatiques, la réponse c'est la dissolution de toutes les structures salafistes, c'est ma proposition. Au reste, tous les actes ne sont pas en lien uniquement avec des comportements ou des choix salafistes, je vous l'accorde, et donc le sujet est plus compliqué que cela, mais il y a déjà une part qui incombe au salafisme, elle doit être traitée. Le ministre français de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, Patrick Kanner, a beaucoup fait parler de lui ces derniers jours, puisqu'il a déclaré qu'en France, il y avait potentiellement 100 Molenbeek, entre guillemets. Beaucoup de médias n'ont pas retenu une autre partie de ce qu'il a dit, qui est tout aussi intéressant. Il a déclaré que c'est au moment des révoltes dans les banlieues françaises en 2005 que le salafisme s'est engouffré dans les quartiers. À l'époque, c'est Dominique de Villepin qui était Premier ministre, dont vous avez été très proche. Que répondez-vous à Patrick Kanner? Mais qu'en effet, la lecture de 2005 est une lecture extrêmement paradoxale, parce qu'il y a un certain nombre de quartiers en 2005 qui ont explosé et d'autres qui n'ont pas explosé parfois en raison du trafic de drogue. Les gens qui étaient à la tête du trafic de drogue avaient intérêt à ce que la paix règne. Et puis, il y a une forme de réponse qui a pu être apportée aussi par des mouvements salafistes. Je réponds qu'il faut une grande vigilance de la part de l'État et des collectivités locales et d'attention de l'État par rapport aux collectivités locales. Je réponds 1, je vous l'ai dit, dissolution des mouvements salafistes. Je réponds 2, le refus d'un financement public et le refus d'un financement étranger des lieux de culte.
parce que je pense que la situation dramatique que nous vivons en termes de sécurité justifie l'interdiction des financements étrangers, pas nécessairement pour l'éternité des temps, mais en ce moment. Et s'agissant des financements publics, j'attire l'attention sur le grand danger qu'il y a déjà, quand vous avez une espèce de surenchère dans les municipalités, entre la droite, la gauche, pour savoir qui va le mieux financer tel ou tel lieu de culte. Ça n'est pas la République telle que nous la voulons en France. Les terroristes évoquent souvent, Hervé Mariton, la politique étrangère de la France. C'était le cas d'Amédi Koulibaly, à l'hypercachère de la porte de Vincennes. Il avait dit « Vous direz à votre président que c'est parce que la France intervient au Mali ». La Syrie est également évoquée. Selon vous, la France intervient-elle trop aujourd'hui à l'étranger ? Il y a deux choses distinctes. La France intervient à l'étranger en tant que puissance, des responsabilités historiques aussi, une responsabilité historique à l'égard des chrétiens d'Orient, responsabilité que probablement nous assumons trop partiellement et trop mal. Il y a les enjeux de la France en Afrique, vous parlez du Mali, qui sont des enjeux historiques, qui sont aussi des enjeux économiques. Le Niger, l'uranium, par exemple, pour un pays comme la France, où l'approvisionnement en uranium est évidemment une donnée importante. Donc nous intervenons et nous avons raison de le faire. Autre chose, et avons-nous les moyens ? La réalité est que le manque de moyens, le sacrifice qui a été fait par la gauche et la droite, trop longtemps sur le budget de la défense, sur le dos du budget de la défense, cela fait qu'aujourd'hui, on voit bien que la France est en limite extrême d'intervention. J'étais sur le Charles de Gaulle avant qu'il ne quitte le Golfe il y a à peu près un mois, et on me rappelait ce qu'était en réalité, quelle que soit la fanfaronnade parfois, la modestie de l'intervention française au Moyen-Orient, en Syrie, en Irak, dans le cadre de l'effort allié. On me disait par exemple que notre intervention en termes de frappe aérienne était du même ordre de grandeur que celle du Danemark. Ça, c'était avant l'arrivée du Charles de Gaulle. Charles de Gaulle a permis d'avoir une puissance de feu supérieure, mais soyez attentifs, nos moyens sont aujourd'hui assez faibles, et il est important, pour avoir une politique de souveraineté, qu'on ait des moyens de défense et d'intervention plus forts, donc un budget de défense mieux défendu, mieux servi. Mais la souveraineté de la France, c'est aussi sa souveraineté économique. Et je suis un adepte du sérieux budgétaire, du sérieux économique, parce qu'il n'y a pas de souveraineté sans une double dimension, la défense et l'économie. Hervé Mariton, je n'y vois aucune corrélation, mais vous parlez couramment le russe, vous êtes russophone. Pensez-vous qu'il faille s'appuyer en matière de diplomatie sur le président russe Vladimir Poutine, en particulier sur cette question du conflit syrien ? Mais nous devons discuter avec Poutine. La Russie est en Europe et c'est très dommage que l'Europe n'ait pas davantage développé de partenariats, de relations avec la Russie, avec l'Ukraine aussi, plus en amont. Il y en a beaucoup de retard à l'allumage là-dessus. 2, s'agissant du Moyen-Orient, la Russie a fait le choix d'être présente physiquement par des bases, une relation particulière de la Russie avec le régime syrien. Donc la discussion est nécessaire. Une chose est de discuter, une autre est de définir le contenu de cette discussion. Je prends l'exemple des bombardements récents sur Palmyre. Ils ont été bienvenus parce qu'ils ont permis de faire reculer Daesh. Je constate simplement que depuis plusieurs semaines, j'en ai été moi-même témoin en regardant comment les choses concrètement se passaient sur le terrain vu du Charles de Gaulle, les bombardements russes sur Daesh étaient assez peu nombreux. Les Russes ont davantage bombardé d'autres forces en Syrie, y compris dans des périodes où l'armée d'Assad était à ce point affaiblie que le terrain perdu par les ennemis d'Assad n'était pas gagné par Assad. Assad était trop faible. Sauf que parmi ses ennemis, il y a le Front al-Nosra qui est la branche syrienne d'Al-Qaïda. Était gagné par Daesh. Oui. Mais je dis que les choses sont compliquées. Et que face à cela, il y a une attitude qui est celle que je préconise, qui est d'avoir une relation sans naïveté, mais une relation qui peut être une relation de coopération. Ça ne s'appelle pas tout à fait une alliance avec nos amis russes. Des amis, oui. Une coopération, oui. Des alliés, pas tout à fait, parce que les choses ne sont pas assez transparentes aujourd'hui. Ensuite, je dis aussi à ceux qui considèrent que du seul fait que les uns et les autres ont les mêmes ennemis, ça voudrait dire alors qu'on serait alliés, c'est plus compliqué que ça. En diplomatie, en stratégie, les ennemis de mes ennemis ne sont pas immédiatement des amis, mais ça peut être des personnes avec lesquelles on travaille. Mais travailler, coopérer, concilier nos interventions militaires, c'est pas encore le stade de l'amitié, même si je rêve d'une grande amitié franco-russe. Alors voilà pour la politique étrangère et donc ces attentats qui ont frappé la Belgique et la France dans un passé très récent. Dans votre livre, Hervé Mariton, vous prenez un certain nombre de positions. Vous y allez très franchement, suppression du Code du travail, celle du logement social aussi, de ce qu'on appelle les HLM. Ce sont des mesures chocs. Donc pensez-vous réellement qu'elles soient applicables en France quand on voit la difficulté qu'il y a à gauche comme à droite autour d'un texte comme le projet de loi sur la réforme du Code du travail? Mais sur le Code du travail, moi je dis en réalité que le projet El Khomri ne va pas assez loin et qu'à faire des petits pas, on écrit les pancartes derrière lesquelles les manifestants défilent
et on bloque le système. On bloque le système pour peu de choses. Je pense que l'exigence du monde d'aujourd'hui, la compétition à laquelle la France doit prendre part, et je le souhaite avec un moral et avec des armes de gagnants. Le monde n'est pas naïf. Il faut se battre dans le monde d'aujourd'hui. C'est assez largement une guerre économique. Cette guerre économique pour le niveau de vie des Français, cette guerre économique exige qu'on en ait les moyens. Et les moyens, c'est une toute autre législation du travail. Et chaque fois que c'est possible, que la décision soit prise dans l'entreprise. Je dis les choses parce que c'est le monde d'aujourd'hui. Et les Français le savent. Donc les Français vont bloquer les réformes dont ils savent qu'elles sont insuffisantes. Si on propose une vision, un autre horizon, je pense que ça peut marcher. Et j'aborde un autre tabou que vous avez cité, qui est celui du logement. Je dis simplement que la politique du logement en France ne tourne pas rond. On a un système hyper fiscalisé, hyper subventionné. La majorité de Français, théoriquement, peut avoir droit à un logement social. C'est quoi ce truc-là? Il n'y a qu'en France que ça se passe comme ça. La majorité des Français modestes est logée hors du secteur social. Il y a une approche très clientéliste. On voit bien d'ailleurs souvent dans les attributions de logement que ce sont les plus aisés des dossiers présentés qui seront malgré tout retenus. Quand un système est à ce point inefficace, on en change. Mais il y a ce mot important, liberté au pluriel. En quoi l'ultralibéralisme, Hervé Mariton, est-il vecteur, selon vous, de liberté? Mais je ne sais pas si je suis ultralibéral, en tout cas je suis libéral et je l'assume parce que je crois que la liberté est la seule manière d'affirmer et de renforcer la prospérité des Français dans le monde de demain. Ce n'est pas le choix le plus instinctif des Français, historiquement, je le sais. Et c'est pour ça qu'en France, on est plutôt mal armé dans la mondialisation. Mais si on ne veut pas se faire bouffer dans la mondialisation, il faut s'armer, en effet. Mais il faut le faire en participant de la compétition du monde. Ça veut dire une autre législation du travail, ça veut dire un autre système fiscal. Je suis favorable à la flat tax, un impôt universel et proportionnel. Je suis aussi favorable à la liberté dans le domaine de l'éducation. Je suis très attaché à la liberté dans la vie du monde. Quand je suis allé rencontrer les mouvements libéraux à Hong Kong au mois de septembre dernier. Donc c'est un ensemble dans lequel nous, la France, avons un beau message à porter, qui est en plus un message indispensable pour la prospérité de nos concitoyens. Vous participez ce soir à un bureau politique de votre parti, Les Républicains. Vous êtes candidat à la primaire de droite et du centre pour l'investiture donc LR à la présidentielle de 2017. Alain Juppé fait la course en tête. Qu'est-ce qui vous incite à vous lancer dans cette bataille? Des convictions. Je suis convaincu que pour redresser le niveau de vie des Français et pour assurer un avenir à notre mode de vie, on a besoin de porter un projet de liberté et de valeur. Et l'un ne contredit et ne contrarie pas l'autre. La liberté, nous en avons parlé. Les valeurs, ce sont les choix très forts qui sont les miens sur le terrain de la politique familiale, sur le terrain aussi de l'identité de notre pays. Eh bien, ça me paraît tout à fait heureux pour demain. Sinon, faute de liberté, on a un pays qui est en pleine dépression économique, qui décline sur le plan économique, et faute de valeurs, on a des Français qui dépriment. Comme je ne veux ni dépression ni déprime, eh bien, je propose ce projet du printemps des libertés. Je ne suis pas encore en tête, ça ne m'a pas tout à fait échappé, mais je suis candidat pour que, un jour, oui, le déclic se fasse, parce que ce n'est pas ma pomme qui suit en cause. Ce sont les conditions nécessaires à l'affirmation de la France et au bonheur des Français. Nicolas Sarkozy ne peut plus incarner ce que vous prenez aujourd'hui? Mais il n'incarne pas cela, d'abord parce qu'il ne dit pas cela. Il est, de mon point de vue, trop timoré sur la question des libertés et trop incertain sur le sujet des valeurs. Et puis Nicolas Sarkozy, comme d'autres membres de l'exécutif de 2012, ces anciens ministres de l'époque, il marque l'échec, et il est marqué par l'échec de 2012. Les Français sont très clairs aujourd'hui. Ils ne veulent plus de la gauche dont l'échec est tragique. Ils n'ont pas voulu, et je pense qu'ils ne veulent plus, qu'on recommence ce qu'a été l'échec de 2012. Alors ma candidature a, je pense, toute sa valeur ajoutée. Je n'ai jamais été courtisan de Nicolas Sarkozy. Je l'ai soutenu, en particulier quand les temps étaient difficiles, mais je l'ai toujours fait avec une très grande liberté de parole. Même quand il me l'a reproché, cette liberté de parole, cette sincérité, cette audace, je les mets dans mon projet aujourd'hui. Hervé Mariton, député français, Les Républicains, le Printemps des Libertés, édition L'Archipel. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Merci.